Souffrez-vous de coulrophobie? Autrement dit, avez-vous, selon l'étymologie, la peur de l'acrobate échassier? Non. La peur du clown. Si c'est votre cas, les images qui vont suivre risquent de vous crisper. Prenez garde. Mais de toute façon, selon un adage récent, on trouve plus facilement des personnes coulrophobes que celles qui ne le sont pas. Moi, par exemple, je ne le suis pas. Je suis des rares personnes qui, si elles n'avaient pas la moindre idée de ce dont il est capable, ne fuiraient pas devant l'aspect risible du Joker. Avant de trépasser d'une mort affreuse, bien sûr, mais vous m'avez comprise. Mais, juste ciel, pourquoi les gens qui souffrent de cette affection sont-ils si nombreux? Même si personne n'est d'accord sur quelles sont les phobies les plus courantes. On peut parler d'un effet boomerang, et qui commence dans la nuit des temps. Au commencement était le dieu de la mythologie nordique, Odin. Non vraiment, le père de Thor et tout. Il se contentait pas de rester à Asgard. On prétendait qu'il épiait par les cheminées pour savoir quels enfants se comportaient sagement ou non. Après la christianisation, cette image va rester, mais transformée en personnage bénéfique. Saint Nicolas, le Père Noël ou la fée Tante Ariée. Ou maléfique quand il s'agissait de distribuer des punitions, comme le Père Fouettard, Svartpit ou le Krampus des Autrichiens. D'autres sont plus ambigus, comme la fée Noël, Dame Bertha. Elle récompensait les bonnes ménagères et rendait au centuple ce qu'on lui offrait, mais gare aux méchants. Elle aurait mis en pièces un huissier ayant expulsé une famille pauvre. En outre, elle avait l'habitude de garder dans les plis de son manteau des âmes délaissées d'enfants morts-nés, de suicidés ou de mâles enterrés. Les folkloristes prétendent que Bertha est une descendante directe de la déesse Frigg ou Freya, femme d'Odin. Ce dernier va se distinguer des personnages des fêtes de fin d'année et se rapprocher des âmes errantes, mais de façon bien moins sympathique. La chasse sauvage était une galopade jadis redoutée de fantômes fautifs en pleine expiation. On parle de courtisanes assises sur des selles incandescentes dans le guide du chasseur de fantômes, paru au Préau-Clair. Bon appétit bien sûr. Et emportant sur son passage tous ceux qu'elle croisait. Elle pouvait passer aux alentours d'Halloween ou de Noël. Le meneur fut d'abord Odin, puis le roi errant breton, Erla, voire le roi Arthur. Le grand veneur est dans certains cas la fée Halle, Holda ou Bertha. Un nom étonnamment proche de Hel, déesse des enfers, fille de Loki et petite-fille adoptive d'Odin et Freya. La christianisation diabolisera tout ceci. Le veneur devint Helquin, roi des enfers, le préfixe Hel étant limpide en anglais, et la chasse fut surnommée la Ménielquin. Et le rapport avec les clowns? Eh ben on y vient, ces derniers sont inspirés des bouffons, eux-mêmes étant des héritiers d'Helquin. Se déguisant en personnages effrayants comme Krampus, Tchagata ou les hommes sauvages en Suisse, était commun à Noël ou au carnaval, mais également aux charivari que subissaient les époux dont le mariage était contesté. Les veufs en secondes noces, séparés par une grande différence d'âge, apparentés, voire tout simplement de paroisses différentes. Parmi ceux venus tapager sous leurs fenêtres, le déguisement d'Helquin était courant. Chez les puissants, jusque sous Louis XIII, on connaissait aussi l'escogriffe qui vient vous reprocher vos travers sous couvert de plaisanterie, le bouffon ou fou du roi, et son bonnet caractéristique rappelant les oreilles d'âne, symbole de bêtise. Son habit inspirera la seule carte qui ne sert à rien, sinon monter leur nombre, de nos jeux, le Joker, ou Excuse dans le tarot, qui aussi dans le divertissement étant un ménestrel. Les costumes grotesques des bouffons et adeptes des charivari commençaient à se porter hors des festivals, et les saltimbanques déguisés improvisaient des scénettes qui conduisirent au théâtre. Ce dernier n'a pas encore les lettres de noblesse acquises avec Shakespeare et Molière, et les comédiens, encore mal vus, sont des artistes itinérants qui jouent souvent dans la rue. Dans la future Italie, des rôles récurrents apparaissent sur ces scènes improvisées de la Commedia dell'arte. Colombine l'amoureuse, Scaramouche le teigneux, le même qui est cité dans Bohemian Rhapsody, le vieux pantalon, et puis Arlecchino, alias Arlequin, au nom dérivé d'Helquin,
avec un masque noir ou une cicatrice et la marque d'une ancienne corne démoniaque. Mais Harlequin et son habit rapiécé, autrement dit le détail auquel on le reconnaît, bien plus que son masque maintenant, deviennent sympathiques, tandis que le théâtre entre chez les puissants, et que Harlequin devient un nom commun de valet, par exemple chez Marivaux. Pulcinella y devient Polichinelle, reconnaissable à ses deux bosses et un habit voyant, lui aussi. Pedrolino et son habit blanc devenant Pierrot pour les Français. Watteau contribue à le populariser, comme la chanson Au clair de la lune. Enfin, c'est souvent un personnage de l'art de la pantomime ou histoire sans parole. Jean Gaspard de Bureau, mime fameux, sera un interprète célèbre de Pierrot. Certes, en 1836, un gamin des rues importunera sa femme, et de Bureau excédé le tuera involontairement d'un revers de sa lourde canne. Mais il sera acquitté parce que, bof, c'était juste un garnement sans famille. Et du coup, peu de gens ont peur des mimes aujourd'hui. Barrez-vous, cours de mime! Quoique, quand ces personnages arrivent aux États-Unis au XIXe siècle, Harlequin et Polichinelle inspirent l'Auguste, et Pierrot, le clown blanc. On dit que c'est Joseph Grimaldi, né en 1778 et mort en 1837, qui assura la transition. Il commença par interpréter la commedia dell'arte, mais par la suite ce fut une version américanisée et moderne. L'Auguste est coloré avec un maquillage lourd, et le clown blanc au visage fardé est élégant, porte un costume pailleté et plutôt que faire rire, joue de la musique, comme Alexis Grus. Ou alors il est sérieux, et gronde l'Auguste pendant son numéro. Et oui, je préfère les clowns blancs, personnellement. À noter que ce seront bien plus rarement eux qui susciteront la panique, qu'ils passent après les numéros sérieux dans les cirques en les caricaturant, ou qu'ils poursuivent les touristes à Coney Island, la fête foraine permanente de New York, avec un slapstick ou bâton bruyant. Ce seront cependant plutôt les Augustes qui vont s'imposer et gagner les faveurs des enfants. En ces temps d'avant la télévision, ils étaient une distraction commune, après tout. Et même le cinéma, puis la télé, débutantes, leur rendront hommage, avec Coco, des frères Fleischer, Bozo, tant en animation qu'en live, entre 1947 et 1962, et Achille Zavata dans la piste aux étoiles. Et fort logiquement, McDonald's intronisera le clown Ronald comme mascotte en 1963. Il faut quand même avouer que sa première version était effrayante. Alors certes, il y avait déjà des coulrophobes à l'époque. Ils n'étaient pas rassurés par le maquillage lourd qui bloque le visage humain du clown et le rend difficile d'accès, selon le terme de l'inquiétante étrangeté ou valet étrange. Il désigne le malaise éprouvé devant une créature qui ressemble à un être humain sans en être un, comme les mannequins, les poupées ou les marionnettes de ventriloques qui ont aussi leurs nombreux phobiques. Enfin, les blagues de clown sont imprévisibles, comme l'entartage, et on peut craindre d'en être la cible. Mais de peur panique alors, point. On peut objecter que le Joker existe depuis 1940. Mais à l'époque, il était avant tout inspiré de la carte à jouer et de Conrad Veidt dans le film L'homme qui rit, qui est censé être défiguré par le sourire de l'ange avec ses joues cicatrisées. Ça explique entre autres qu'il n'ait jamais porté de nez rouge. Mais dans le film, Veidt s'était contenté de ce sourire étrange, repris par les auteurs du comics. Une apparence qui s'oublie pas de sitôt, mais à part ça, croyez-le ou non, le Joker n'avait alors aucun sens de l'humour. Mais on vous parle aussi d'un temps où Batman tuait ses adversaires. En 1954, le Comic Books Code imposera entre autres aux méchants de ne plus tuer ou mutiler. Conséquemment, le Joker n'est plus qu'un escroc aux armes de comédie. C'est ça, un clown, sauf qu'il vole. Et n'effraie personne. On peut alors légitimement le trouver ridicule et il perdra de l'importance dans la publication, si difficile à croire que c'est, aujourd'hui, durant près de 20 ans. Sauf dans la série télé de 1966 à 1968, incarnée par César Romero aux armes certes toujours improbables, mais risibles avant tout. On pouvait alors en dire autant d'autres méchants de comics dans ce thème. Le Trickster dans Flash, Punch et Dee Willy dans Captain Atom, Harlequin dans la première Lanterne Verte. Tous parmi les moins efficaces des vilains. Harlequin était même en fait amoureuse de la lanterne et elle ne lui aurait fait aucun mal. Jusqu'aux années 70 donc, les clowns étaient toujours une figure rassurante pour les enfants et des intervenants appréciés lors de leurs anniversaires ou pour ceux qui étaient hospitalisés. Ils pouvaient aussi, à l'occasion, venir divertir les adultes malades. La plupart n'étaient pas des professionnels ayant travaillé dans des cirques, mais des bénévoles. Tel était le cas de John Wayne Gacy,
né en 1942 et mort en 1994, un Américain qui résidait à Des Plaines, près de Chicago. Il avait fondé une entreprise de construction, mais à ses heures perdues, s'était fabriqué des costumes de pogo ou patches, dans un style plus patchwork, les clowns. Depuis 1972, il se déguisait à l'occasion de collectes pour le Parti démocrate, d'anniversaires dans le voisinage, ou pour des visites aux enfants des hôpitaux. Il peignait aussi des portraits de clowns qui ornaient sa maison. Ajoutez-y à cela son engagement dans les bonnes causes de sa communauté et ses dehors affables, tous ses voisins le décrivant comme adorable, et on lui donnait le bon Dieu sans confession. Alors bien sûr, son entourage n'ignorait pas qu'il est fait un an de prison en 1968 pour viol sur un adolescent. Et pour rappel, le crime de sodomie existait encore dans les lois américaines, mais on pensait qu'il s'était rangé une fois sa dette payée à la société. En réalité, Dion Wayne Gacy avait bel et bien appris sa leçon, mais pas comme on le croyait. Son idée était plutôt éviter toute nouvelle plainte de victime. En 1978, la police enquête sur la disparition de Robert Pist, un adolescent vu pour la dernière fois en compagnie de John Wayne Gacy qui voulait lui proposer un travail. En outre, d'autres de ses jeunes employés, comme David Cram, l'avaient accusé d'agression sexuelle. La police perquisitionnera chez lui et trouvera des objets compromettants tels qu'une paire de menottes, un garrot, des effets personnels n'appartenant visiblement pas à Gacy. Enfin, un policier reconnaîtra l'odeur caractéristique des corps en décomposition. Jusqu'alors, John Wayne Gacy expliquait la puanteur à ses voisins par une fuite d'égout. La police creusera à partir du 21 décembre 1978 dans le vide sanitaire sous la maison et y trouvera 27 corps, 5 autres ayant été jetés dans la rivière des Plaines, faute de place. Pourquoi ? Comment ? Non seulement à cause de la loi, mais aussi d'un père brutal prompt à le traiter de chochotte, et Gacy n'avait jamais accepté sa bisexualité. Il avait été marié 2 fois. Il a pu se contenter de lésions clandestines et eut bien un employé pour un an, Mike Rosset, chez lui sous prétexte de logement professionnel et parfois complice des crimes. Mais selon la psychiatrie actuelle, Gacy tuait avec ses victimes une partie de lui qui désapprouvait. Est-il bien nécessaire de préciser l'impact de l'oxymore apparent d'un clown tueur dans les médias ? De nombreux parents ont dû avoir un frisson dans le dos, et pas seulement ceux qui avaient un jour engagé Pogo. Un doute s'insinua. Et si l'homme que j'avais engagé pour l'anniversaire du petit dernier était un assassin ? À l'époque, cela semblait avoir autant de sens qu'un Père Noël de supermarché ou une mascotte animalière de parc d'attractions inculpé pour meurtre. D'autant que s'il n'était techniquement pas pédophile, Gacy s'attaquait presque toujours à des mineurs, donnant à ses crimes une aura nauséabonde d'abus sur enfants. Posait probablement nerveusement la question « Tuait-il vêtu en pogo ?» Il est déjà certain que ses victimes avaient toutes été tuées sous le regard de clown en portrait, chez lui. Mais ce n'est pas tout. David Cram, l'un des rares à s'en être tiré, a raconté avoir effectivement été assailli par John Wayne Gacy vêtu en pogo. Comme d'habitude, il s'était retrouvé menotté sous prétexte d'un tour de magie, mais grand et costaud, il frappa Gacy et s'enfuit. Combien de fois faut-il le répéter ? Ne laissez jamais un clown vous montrer un tour de magie. De surcroît, pendant les 14 ans que Gacy passait dans les couloirs de la mort, et pourtant il affirmait « Clown can get away with murder », les clowns peuvent s'en tirer même avec le meurtre, il peignit toutes sortes d'autoportraits de lui, en clown, des portraits d'autres clowns, d'autres tueurs comme Charles Manson, et enfin des images glauques comme des crânes formés des corps de jeunes hommes et coiffés de chapeaux de clown. Dans les années 80, une sorte de transition s'opère. La figure du clown tueur fait son apparition dans le genre horrifique, même si ça ne va pas toujours de soi pour le spectateur. Le film Poltergeist en 1982, d'abord, opérera une combinaison avec la peur des poupées, ou pédiophobie, au cours de la scène de la marionnette clown possédée par des esprits mauvais. Une image si ancrée dans les esprits que l'une des 2 affiches du remake, en 2015, fait la part belle à cette poupée. Le film, Les clowns tueurs venus d'ailleurs en 1988, présentait des extraterrestres cannibales venus dans un vaisseau spatial en forme de chapiteau, et usant d'armes de comédie détournées pour tuer comme des tartes à l'acide. Toutefois, les clowns sont autant de costumes grotesques en caoutchouc, et le film fait presque l'effet d'une comédie horrifique. Bien vu, cette chanson avec ses samples de Julius Fusick. Comment s'appelle cette air déjà ? Toujours en 1988, le Comics Code, presque abandonné depuis 20 ans, avait déjà permis depuis un bout de temps au Joker de se remettre à commettre des crimes tout à fait affreux et d'avoir des armes dangereuses, quoique toujours dans le thème. Fleurs à l'acide,
buzzer au voltage létal ou le venin qui tue en laissant un rictus à une victime littéralement mort de rire. C'est aussi cette année-là qu'il paralysera la première Batgirl en lui tirant dans la colonne vertébrale. Dans The Killing Joke, une histoire d'abord prévue hors continuité au départ, mais qui sera intégrée à celle-ci. Et il tuera le second Robin à coups de pied de biche et de bombe dans A Death in the Family. Ajoutez-y son interprétation par un Jack Nicholson défiguré l'année suivante, et capable de rôtir un associé sur place avec son buzzer ou de lui coller une balle entre les deux yeux, et la finit de rire, si l'on peut dire. Le personnage deviendra définitivement l'un des plus dangereux et redoutés des comics. Les dessins animés pourront embrouiller cette image, car il en vient avoir peur du Creeper, un super-héros déjanté, à la fin de la série animée Batman des années 1990. Mais Batman Beyond, la conclusion du DCAU ou univers animé de DC, remet ce dernier fermement dans sa réputation et rapporte comment son dernier tour de piste fut de kidnapper le Robin Tim Drake et de le torturer à coups d'électrochoc et de venin 3 semaines durant pour lui laver le cerveau. Le tout alors qu'il n'avait que 12 ans. Et c'est pas sa compagne, née dans ce même DCAU, Harley Quinn, qui allait améliorer l'image du clown, malgré qu'elle était au départ moins dangereuse et plus maladroite que lui. Les années auront vite fait la preuve que la version femme n'est pas moins redoutable. Et on enchaîne sur le sinistre Heath Ledger à ce même sourire de l'ange que l'homme qui rit. Pour autant, les années 1980 continuent sur la lancée de la version non ironique. Ronald McDonald était alors dans toutes les pubs de la firme, tandis que la série d'animation de 1987 à 1988, The Little Clowns of Happy Town, était une version adorable. Je me rappelle même avoir possédé une poupée clown toute rose dans ce style, mais qui a vite disparu. Les poupées clowns étaient d'ailleurs alors relativement populaires. Mais le vrai coup de grâce commence en 1986 avec le roman Ça, ou Hit, de Stephen King. Ce dernier avait été inspiré par l'appellation de clown tueur donnée dans la presse à John Wayne Gacy. Il imagine, non un tueur humain, mais pire encore, un vrai monstre, une araignée géante et cannibale, qui prendrait l'apparence d'un clown pouvant inspirer confiance aux enfants et qui, ironie, tuerait ceux-ci plutôt que des adolescents. Cruauté supplémentaire, il ressemble au bien-aimé Bozo et c'est volontaire. En outre, il peut surgir de n'importe où, y compris sous une plaque d'égout, ou de l'évacuation de la douche. Prendre l'aspect de n'importe qui, comme les proches des victimes, créer d'horribles hallucinations, et il n'est vu que des moins de 12 ans. Les adultes ne comprendront jamais ce qui se passe. Les 6 préados sur qui ça s'acharne le surnomment de la sorte, faute d'être sûr de sa vraie nature, mais son aspect clown est surnommé Gripsou, ou Pennywise en VO. Lire la description d'un tel monstre devait déjà être impressionnante, mais en 1990, une adaptation en téléfilm est tournée avec Tim Curry. Celui-ci était grimé de façon si convaincante qu'il faisait même peur aux membres de l'équipe de tournage. Le téléfilm est diffusé partout dans le monde à partir de 1993, et très nombreux sont les coulrophobes qui le citent comme point de départ de leur peur, pour l'avoir vu étant trop jeune. Ce n'est pas une légende urbaine. Ayant déjà 14 ans, mon visionnage de ça, il m'a pas empêché de dormir. Mais j'ai pu constater de mes yeux l'apparition de la coulrophobie chez des téléspectateurs plus jeunes. Histoire de boucler la boucle, Gripsou fut peint par John Wayne Gacy lui aussi. Mon Dieu, mais tout est lié. Ceux qui n'en étaient pas devenus insomniaques furent, pour les artistes en tout cas, inspirés par ce nouvel archétype de monstre traditionnel. Déjà, les portraits de clowns sanguinolents et ou aux dents longues sont légion. Mais les méchants fictionnels appartenant à cette catégorie ont abondé encore plus depuis les années 1990, comme si on savait que cela fera frissonner le lecteur, ou spectateur, ou joueur, à coup sûr. Twisty, dans American Horror Story Freak Show, est un serial killer inspiré de Gacy, mais en pire. Zombozo, le bien nommé, est dans Ben 10. Et aussi Freak Show dans Danny Phantom, Hisoka dans Hunter x Hunter, Pierrot dans Tokyo Ghoul, Zibo dans Fais-moi peur, Captain Spaulding dans La Maison des Mille Morts, Sneero dans Achille Talon, Joker-sama dans Persona 2, Shaco dans League of Legends, Rinbo dans Les Super Nanas, Kefka Palazzo dans Final Fantasy VI, Logging Jack et Jill de la creepypasta du même nom, et Violator dans Spawn, cache un monstre comme Gripsou, un démon dans son cas. Tahiti Bob a toujours cherché à tuer Bart Simpson, déjà traumatisé par sa tête de lit d'enfant. Et ça ne fait que commencer, Bart. Personne n'a dit à Homer que c'était plus une bonne idée de mobilier pour enfants. Dans Le brave petit grippin, pourtant film pour enfants, le grippin éponyme cauchemarde qu'il est prisonnier d'un incendie. Mais l'arrivée d'un pompier n'est pas pour le rassurer. Il a l'aspect d'un clown maléfique.
la peur profonde de Riley dans Vice Versa et Jungles, le clown qui l'a traumatisé quand il est venu animer son anniversaire. C'était bien tenté, mais c'est trop tôt, et ça impressionne durablement certains enfants. Alex dans Buffy contre les vampires se révélera avoir eu le même trauma dans l'épisode Billy, car ses parents ont eu la mauvaise idée de faire venir un clown pour animer ses 6 ans. Une décennie après, c'est encore son pire cauchemar. Dans les décalés du cosmos, c'est une planète entière qui habitait des sales clowns. Leur chef, Dark Bobo, est l'ennemi principal, et n'espérait pas trouver la compréhension auprès de sa fille. Encore qu'ils sont souvent plus hilarants que menaçants vu le contexte parodique. Dark Bobo est dominé par sa femme notamment. Le tout avec les indispensables corollaires, le rire qui devient vite diabolique, les grimaces effrayantes, les dents longues et la musique de cirque bien horrifique. Cache-t-il toujours des monstres ? Pour bien des artistes d'aujourd'hui, ça fait plus de doute. Faut-il s'étonner qu'entre les années 1990 et 2010, dans ces conditions, de plus en plus d'enfants et d'adultes soient allés au cirque à reculons par crainte du numéro des clowns. Ajoutez-y le plaidoyer pour ne plus enfermer d'animaux sauvages et le métier ne risque de trouver son salut que dans le cirque du soleil, par exemple. Sans animaux, mais aussi sans clown traditionnel, remplacés par des versions indissociables d'aimables grands-pères au maquillage plus léger. Pour animer les anniversaires, on a observé ces derniers temps un recours plus fréquent aux prestigitateurs et aux personnes déguisées en super-héros ou princesses. Même principe dans les hôpitaux, où bien des clowns volontaires ont pu constater ces dernières années qu'ils soulèvent des vagues de panique. Ainsi, les Hollandais de Clinic Clown, selon une étude de 2008, tous les 250 jeunes patients, jusqu'à 16 ans, interrogés les avaient trouvés effrayants. Ça peut aussi arriver sur les genoux des Pères Noël de supermarché, mais quand même, ce n'est plus pour rassurer personne. Ronald McDonald, qui était là l'un des rares exemples non ironiques, a disparu de la plupart des publicités de la firme depuis 2003. On ne voit plus du tout ses amis de McDonald's, sinon sur le mobilier des coins à gamins des restaurants. Ou alors, c'était exclusivement dans les spots de chaîne pour enfants. Et de toute façon, à coup de remontage effrayant, qui est un sport national au Japon, d'édites pubs, de cosplay venus droit de l'enfer ou de caricatures en tout genre, surtout quand il s'agit d'énoncer la malbouffe, on prête facilement à Ronald de mauvaises intentions, notamment dans le court-métrage Logorama. Les suggestions Google à ce propos sont jamais bien loin. Pas une coïncidence malheureuse, sans code couleur, en jaune avec le visage blanc et les cheveux rouges, correspond en effet à celui de Gripsou. Les crossovers avec lui, ou le Joker, ne sont pas rares. Faut-il attribuer à cette mauvaise presse la disparition finale de Ronald ? Depuis 2014, il est remplacé par Happy, une boîte de Happy Mail parlante. Croyez-le ou non, certains cirques sont aujourd'hui dans le thème gothique ou horreur, et les conséquemment de tels clowns y abondent. Oui, des gens payent pour voir ça apparemment. Circus of Horror et Carnival Diablo, et certains anniversaires, parfois d'enfants, sont animés par des gens grimés en clowns maléfiques, qui est devenu un thème à part entière. Les contrats de certains incluant de suivre à distance et harceler au téléphone l'intéressé plusieurs jours, pour finir par le coincer et l'entarter. Le tout pour faire une farce élaborée au destinataire, mais je doute qu'il apprécie. Heckle et Twitch, par exemple, ont un site internet qui n'indique pas ce qu'ils comptent y faire si vous leur demandez d'animer votre fête d'Halloween. Ciel, mais n'existe-t-il plus donc aucun clown non ironique de nos jours dans la culture ? Hélas, non. Aujourd'hui, si un clown ne cherche pas à vous tuer, c'est que paradoxalement, il est triste. On songe de prime abord à la chanson d'Edith Piaf, Bravo pour le clown, quand cette dernière chantait comment le héros se retrouvait à l'asile. Et que dire de la Strada de Fellini ? C'est vrai qu'un gars qui présente que des dehors joyeux, ça paraît suspect à force. Et depuis les années 1990, ça s'est pas arrangé. Dans les Simpsons, en raison d'une enfance influencée par Bozo pour les auteurs, Krusty, l'idole des enfants, paraît de bonne volonté. Et sauf que, côté coulisses, il est parfois négligent en matière de sécurité concernant ses produits dérivés, et surtout dépressif, en conflit avec son père, accro à diverses substances, blasé. Et histoire de pas déroger à la nouvelle tradition, les poupées à son effigie sont tueuses. Épisode spécial Halloween. Que dire de Toy Story 3, où l'on apprend que les 3 jouets préférés de la petite Daisy étaient le nounours Lotso, qui est le grand méchant, le poupon Big Baby, et un clown de caoutchouc au nom prédestiné, Rictus, jusqu'au jour où elle les oublia sur une aire de pique-nique. Le tout nous est conté par un slam de Rictus doublé par Grand Corps Malade en VF, histoire d'enfoncer le clou. Rictus, ne ressemblerait-il pas à Jungles, par le plus grand des hasards ? Parce que Rictus aurait dû être le méchant, avant que ce rôle ne revienne à Lotso et son aspect coupable moins évident. Décidément,
Jangles conservera le premier design de Rictus et deviendra le pire cauchemar de Riley dans Vice Versa. Quant à la marque québécoise de granité Slush, littéralement Gadou, ils avaient déjà l'habitude du marketing décalé vu le nom de leur parfum. Liposuction, sang-froid, goudron sauvage, rose beef, rapport à la couleur et pas aux ingrédients, rassurez-vous. Mais pour leurs 10 ans, outre des clowns salement amochés sur leurs affiches, les spots télé les voyaient se faire découper et déchiqueter avec des confettis en guise de sang, et sans cesser de rire. Une façon peut-être de nous rappeler qu'ils sont pas humains. Le plus étrange reste les commentaires YouTube sous ces pubs, bien faits de la part de coulrophobes rancuniers. La série Charmed combinera même le clown triste et maléfique dans un combo infernal avec l'épisode du marchand de sable. Celle des sœurs qui cauchemardent, c'est Phoebe, qui se voit poursuivie par un serial killer façon vendredi 13 dans ses rêves. Par comparaison, le rêve de Paige est triste, parce qu'elle voit les invités du baptême de son futur neveu, de miettes de lumière comme elle, fuir la fête, tandis que sa poupée clown d'enfance prend vie et affirme que tout le monde se fiche du bébé. Reste que même dans le monde réel, cette poupée crispe ses sœurs et le visage grimaçant qu'elle affiche en rêve n'est pas pour rassurer. Plus tard, le clown devient réel, tout comme les rêves des deux autres sœurs. Et bien qu'il n'en veuille pas à la vie de Paige, juste la chagriner, c'est entendre ces constants babillages où il s'exprime comme une version maléfique qui pousse les sorcières excédées à tenter de comprendre leurs rêves. Paige en viendra à la conclusion qu'elle fait un parallèle inconscient entre cette naissance et la sienne, qui avait dû rester secrète. Triste et maléfique, le combo de l'enfer. Pensez-vous, être maléfique suffit le plus souvent. Après tout, les clowns, selon Internet, sont l'idée de Satan de ce qui est drôle. Si on tape clown sur Google aujourd'hui, non seulement clown tueur et clown qui fait peur seront les premières suggestions qui viendront, mais déjà, la page avec ce seul mot sera bourrée d'images en sens, à commencer par Gripsou, alias l'obsession du siècle, visible très vite, même avec la requête clown gentil. À croire que c'est devenu un paradoxe insurmontable que d'imaginer gentil, aller de pair avec ce métier maintenant. Même direz-vous, en dehors des comédiens spécialisés, il y a quand même plus dehors de vrais dingues portant un tel déguisement encore moins prêts à vous faire la peau, si? Eh ben, plus ou moins. Inspiré par le film Les Clowns Tueurs venus d'ailleurs, un duo de rappeurs américains créa le groupe Insane Clown Posse, ou le gang des clowns fous. Mais après tout ce thème, pourquoi pas, leur maquillage n'est pas si éloigné de ce qui s'est déjà vu sur Kiss. Leurs fans ne devaient pas tarder à créer le style dit Juggalo, un courant musical dont se réclament tous les groupes qui ont marché dans les traces d'Insane Clown Posses. Du genre reprendre la parade des éléphants roses de Dumbo et dire qu'on trouvait l'original perché. On reconnaît les adeptes à ce même maquillage lourd et à des habits colorés. Simple mouvement de mode? Usuellement oui. Mais en 2014, des adeptes ont été enregistrés comme danger potentiel par la police américaine après des agressions commises par certains gangs Juggalo. Ici, les logos officiels Hatchetman et Hatchetwoman. Peut-on parler de hasard si les incarnations live les plus récentes d'Harley Quinn et du Joker empruntent à ce style, si ce n'est le maquillage, sans oublier l'apparence de l'activiste écologique et vegan Magic C. Jack alias Maxime Ginolin. C'est pour la bonne cause, et son maquillage pourrait juste évoquer la scène métal. Reste qu'il se grime parfois en Ronald McDonald lui aussi, et s'il nous kidnappait, on serait sans doute aussi peu rassuré que l'industriel qui apparaît dans son film Le Jugement. Même principe sans doute derrière la série allemande Le Clown, entre 1996 et 2001, dont le héros est bien du côté du bien, mais qui a clairement choisi son masque dans le but, lui aussi, d'instiller la terreur dans le cœur des criminels, et non pas les faire exploser des rires quand ils se montrent. En fait, la coulrophobie rampante, bien qu'elle ne figure jamais au top 10 des peurs les plus répandues, est si présente qu'à rien peut faire basculer dans la psychose aujourd'hui. Vous savez sans doute qu'avec l'avènement de YouTube, la caméra cachée innocente façon surprise, c'est fini. Des amateurs, ou des pros, comme dans Peur Surprise, créent parfois des scènes élaborées à base de fantômes, vampires et autres serial killers fous, à se demander ce qui se passerait s'ils croisaient une victime cardiaque. La fausse fillette fantôme est un classique. En 2014, les Brésiliens de DMC Pranks n'en étaient pas à leur coup d'essai, étant déjà derrière diverses farces ayant quelque peu écorné le Père Noël. Et là, peu de gens fuyaient dès le départ. Mais cette année-là, ils créèrent le Scary Clown Prank, consistant en un comparse portant un masque de clown effrayant
et éclatant la tête d'un mannequin plein de faux sang emmaillé ou brandissant une tronçonneuse allumée devant témoins. Ceux-ci ne chercheront jamais à se défendre et prendront presque toujours immédiatement les jambes à leur cou. Surtout que, d'abord, le clown ajoutera à sa panoplie d'effrayants effets sonores. Boîte à musique, sifflements, chantonnements, rires diaboliques et des cris de « je vais vous tuer ». Ensuite, le farceur initial ne restera pas seul longtemps. Un, puis deux clowns le rejoindront, dans un sosie exact de Gripsou. On peut soupçonner, au vu de leur réaction, que certaines victimes étaient coulrophobes. Celle qui, coincée entre deux clowns, sur un pont, préféra sauter à l'eau, et l'homme qui verra Gripsou occupé à tronçonner un mannequin à la sortie de l'ascenseur. Ses cris, et le long temps qu'il mettra à presser le bouton, prouvent qu'un de ses cauchemars récurrents avait dû prendre corps. Ce sont ces vidéos qui, dit-on, inspirèrent quelques mauvais plaisantins en France fin 2014. On rapportera des témoignages concernant des personnes déguisées en clowns effrayants mais sans caméra invisible. Le but pouvait aller de simplement faire détaler des témoins en brandissant une batte ou une tronçonneuse, à des raquettes et agressions physiques. Le scandale fut d'autant plus grand que les lieux concernés étaient souvent des écoles à l'heure de la sortie. Cela fit Flores, en 2013 déjà à Northampton au Royaume-Uni, un étudiant déguisé en Gripsou avec des ballons à la main observait les passants. On en aurait vu aussi en Californie ou au Nouveau-Mexique. Au bout de 3 semaines de psychose, des chasseurs de clowns se créèrent et allèrent jusqu'à fonder une page Facebook. Comment ça, bozo comme avatar? Selon cette communauté, les clowns semblent tous bons à acheter. Selon Stephen King sur son compte Twitter, après que ça était adapté au cinéma, il est maintenant adapté à la vie réelle. Moi, haha. Il croyait pas si bien dire. En 2016, tout recommença, mais aux États-Unis. Cette fois, Stephen King ne riait plus et demande sur son compte Twitter de ne plus imiter ça. Car bien sûr, tout le monde se posait alors la question. Et s'il y avait parmi eux un imitateur de John Wayne Gacy, qui ne s'en prendrait pas qu'aux adolescents? Diantre! Sont-ils devenus dangereux au point qu'il leur faut leur Van Helsing personnel? Mais au fond, ne seraient-ils pas revenus à leurs racines de monstres de la chasse sauvage? N'oublions pas cela. Rapporte à propos d'Elkin, le guide du chasseur de fantômes, que derrière les grimaces du clown, derrière le masque du bouffon, c'est l'ancien dieu des armées des morts qui nous observe de son regard d'outre-tombe. Si après tout cela vous souffrez de coulrophobie, on comprend, ce n'est pas une fatalité. Voyez si vous frissonnez en regardant un Pierrot lunaire, puis un clown blanc, puis Ashizavata, puis Bozo, etc. Ça ne marche pas? Rencontrez un vrai clown et discutez avant qu'elle ou il ne mette son maquillage. Regardez le ou là, ensuite l'appliquer. Savoir qu'il y a en dessous une vraie personne, et non un monstre, peut suffire à rassurer. Et si ça ne suffit pas, mettez un tel costume vous-même. Non vraiment. Savoir que c'est vous là-dessous, quand vous verrez dans un miroir, peut grandement calmer vos craintes. Peu avant sa mort, John Wayne Gacy, qui avait été vantard et narcissique, se targuait d'avoir inspiré moult films et livres, mais avait exagéré leur nombre. S'il se trompait sur ce point, en revanche, l'un des livres inspirés par son histoire, ça, a imposé un nouveau standard dans l'horreur. Indirectement, à travers l'œuvre de King, devaient se créer des dizaines de personnages inquiétants, certains super-vilains regagner en respectabilité et en dangerosité, et un courant musical se créer, ainsi que des millions de gens devenir phobiques. En cela, Gacy est hélas bel et bien passé à la postérité. Oh. Bon, une petite musique de tour de piste là, celle de Julius Fossix, si connu pour cet usage, histoire de détendre l'atmosphère. Voyons, elle s'appelle... Comment ça, c'est en réalité une marche militaire? Ça s'appelle l'entrée des gladiateurs? Ça parlait en fait de ce genre de cirque-là, Morituri salutant, tout le temps? Ah! Tout est lié, Mulder. Tout est lié.